Bonjour à tous, je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et je vous accueille avec une immense gratitude dans cette nouvelle traversée vibratoire en tant qu'animatrice aussi. Aujourd'hui, nous évoluons avec l'âme des célébrités. Nous recevons deux âmes flamboyantes, deux étoiles filantes qui ont marqué le monde en un éclair, Richie Valens et James Dean. Ils ont vécu vite, intensément, mais leur fréquence continue à rayonner bien au-delà du temps. Ils nous parlent de jeunesse, de feu, de beauté brute, de destin fulgurant, mais aussi de ce que signifie brûler sans se consumer, briller sans se perdre, aimer sans se trahir. Je les remercie profondément d'être là, dans cet espace sacré. Je vous remercie, vous, de les accueillir avec votre cœur et je remercie la vie de me permettre de vous transmettre ces messages, ces mémoires et ces guérisons. Préparez-vous à ressentir, à vibrer, à vous souvenir. Bienvenue dans l'émission 127, bienvenue dans la fréquence de Richie et de James, et merci du fond de mon âme d'être là. Commençons par les retours. Bon, dans l'émission passée, on a regardé ce qui se passait au niveau politique, au niveau des États-Unis. Et je dois vous avouer que j'ai eu un petit pincement parce que je m'étais engagée à faire le Canada aujourd'hui, mais j'aurais voulu faire un autre tour de table ronde avec les États-Unis, mais aller chercher le point de vue de Martin Luther King, de Malcolm X. J'aurais été chercher un autre tour de table ronde cosmique avec d'autres invités. Mais aujourd'hui, bon, on parle du Canada avec ma table ronde céleste du jour. Puis je veux vous remercier parce que je parlais avec ma recherchiste, elle me disait, ah, moi, la politique, j'aime pas trop, tu sais. Je comprends, mais je veux le faire pareil parce que on est rendu là. Puis c'est quand même une des seules plateformes où on peut avoir une politique de l'âme sans le costume, sans les slogans, sans les sondages. Les vraies solutions d'âme. Puis moi, je trouve ça important, puis je me sens concernée, puis je suis à l'écoute du taux vibratoire de la planète. C'est important de s'éveiller, puis d'être en conscience. Fait que je me permets, vu que l'émission a beaucoup changé dans la saison 3, comme vous avez remarqué, mais je veux me permettre de rentrer plus en profondeur dans le créneau des messages, de ce que les âmes peuvent nous apporter pour nous aider à ouvrir notre conscience, nous élever et qui sait, avoir une résonance qui va peut-être améliorer et changer les choses. Puis, quand on y met tout notre amour, bien, ça nous permet d'aider, nous aider, d'aider la Terre. Alors, ça prend une version empathique et de compassion, puis c'est la spécialité de l'émission. Alors, je passe dedans. Je dis pas que je vais faire tous les pays du monde, je suis d'accord, mais peut-être les plus intéressants ou les ondes chaudes. Ça va durer peut-être quelques semaines, mais au moins ça va être fait. Ça, on va avoir fait le tour, puis on va savoir où est-ce qu'on où est-ce qu'on s'enligne dans le meilleur potentiel du monde. Puis sinon, ben, on regardera la fatalité de la dualité se passer devant nous, non point en restant impuissant, mais éveillé, conscient. Alors, j'ai rebrassé mes invités pour la table ronde du Canada, au Canada. Et puis, j'ai été chercher Jean-Paul II dans un premier temps. Je l'aime bien, Jean-Paul II. Je vous rappelle qu'on l'a fait dans une émission, évidemment. Du jour de l'an pour avoir sa bénédiction de la nouvelle année. Et puis, Jean-Paul a le plus beau plexus de toute ma connaissance, donc de toutes les âmes que j'ai vues au monde. Jean-Paul II, c'est le plus beau plexus. Il est enrichi, c'est lumineux, c'est en ordre, c'est high class. Il y a des diamants partout. En tout cas, c'est vraiment le plus beau des plexus. Je me répète, mais c'est vrai. Il dit, le Canada est une terre de paix, mais il doit revenir une terre de foi.
La compassion est là, mais elle s'est endormie dans les structures. Réveiller l'âme du peuple, pas seulement ses institutions. Il propose une renaissance spirituelle par l'écoute des plus vulnérables, une réconciliation profonde avec les Premières Nations. J'ai trouvé ça intéressant comme point de vue, puis je l'ai remercié avec une belle grâce. Puis il nous a bénis en retour. En tout cas, il est très beau dans toute sa splendeur. J'ai été chercher aussi Élisabeth II. Je sais qu'elle ne disait pas lorsqu'elle était, mais je sais que son âme peut dire, vu qu'elle n'est plus. Et ce qu'elle dit, c'est que le Canada est un joyau discret. Il doit cesser de s'excuser pour sa grandeur. La dignité, la retenue, la constance sont ses forces. Elle invite à réaffirmer l'élégance diplomatique, à protéger les terres et à honorer les alliances sans se dissoudre dans les influences extérieures. Ensuite, j'ai invité Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, que nous avons déjà fait à un spécial fête du Canada. Il dit que le Canada est à la croisée des chemins. Il doit choisir entre la mollesse et le courage. Le dialogue est sa force, mais il doit être ferme dans ses valeurs. Il propose une vision économique audacieuse, une souveraineté énergétique et une revalorisation du français comme langue de leadership mondial. Moi, je me suis levée et j'ai fait un gros bravo. Ah! Sans suivi de John F. Kennedy, le Canada est un allié précieux, mais il doit cesser de se cacher derrière sa modestie. Le monde a besoin de sa sagesse, de sa modération et de sa capacité à écouter. Il appelle à une diplomatie active, à l'innovation éthique et à la défense des libertés sans compromis. J'ai été chercher Louis Riel, qu'on a fait également. Le Canada a oublié ses racines sacrées. Il doit se souvenir que chaque rivière, chaque forêt, chaque parole autochtone est une prière. Il propose une constitution vibratoire, une reconnaissance des peuples fondateurs et une gouvernance partagée entre les mondes visibles et invisibles. Wow! Mais avant que ça soit rendu là, je l'ai souhaité avec lui dans toute mon âme, dans tout mon être. Ensuite, Jacques Parizeau. Ah oui, le Canada est un pays fragmenté qui cherche son centre. Le Québec est ce centre, mais il doit être reconnu comme tel. Et ça, entre parenthèses, j'ai trouvé qu'il avait bien raison. Et c'est exactement ça le problème. Et la solution aussi. En tout cas, je l'ai embrassé de tout mon amour. Je poursuis. Il appelle à une refondation du pacte fédéral, à une autonomie vibratoire du Québec et à une économie fondée sur la culture et la conscience. J'ai beaucoup souri et eu beaucoup de frissons. En tout cas, j'ai bien aimé m'entretenir avec. J'ai repris Napoléon Bonaparte. Oui, j'avais besoin d'un petit côté français à ma table ronde. Il dit que le Canada est un géant endormi. Il a les ressources, les esprits et les terres, mais il manque de vision impériale, non pas pour dominer, mais pour rayonner. Il propose une stratégie d'influence douce, une armée de diplomates éclairés et une présence affirmée dans les grands enjeux mondiaux. Et là, je dis parfait, rentrons dans le rôle du Canada dans le monde. Alors, tous s'accordent. Le Canada est gardien de l'équilibre, médiateur naturel et passeur de conscience. Jean-Paul II voit le Canada comme un temple de la paix interreligieuse.
Élisabeth II le nomme gardien des terres sacrées. Kennedy le voit comme modèle de démocratie tempérée. Riel le désigne pont entre les mondes autochtones et modernes. Puis Napoléon le rêve centre stratégique du Nord global. Il propose que le Canada accueille les exilés de conscience, devienne laboratoire de justice climatique, incarne une diplomatie vibratoire fondée sur l'écoute, la beauté et la vérité. Puis face aux États-Unis, la position vibratoire du Canada, Kennedy dit: le Canada doit rester ami, mais jamais satellite. Mulroney ajoute: il faut parler d'égal à égal, sans arrogance ni soumission. Parizeau poursuit: le Québec peut être le contrepoids culturel de l'hégémonie américaine. C'est peut-être l'hégémonie américaine. C'est un mot que je connais pas et je l'ai pas cherché. Je l'ai noté tel quel. Il est apparu. Bref, Napoléon conclut que le Canada doit jouer l'échiquier, non seulement applaudir. Puis, ensemble, ils proposent une alliance stratégique fondée sur les valeurs, pas sur les intérêts. Une résistance douce à la polarisation. Une présence culturelle affirmée dans les médias, les arts et les sciences. La position du Canada dans le monde et surtout au niveau de sa relation avec les États-Unis. Jean-Paul II poursuit: le Canada est un sanctuaire potentiel. Il peut devenir le cœur spirituel du Nord s'il ose la compassion active. Il voit le Canada comme un gardien des consciences capable de guider les nations vers la paix intérieure. Puis Élisabeth II enchaîne en disant que le Canada est un modèle de retenue et de dignité. Il doit rayonner sans bruit, mais avec constance. Elle l'imagine comme un ambassadeur de la stabilité, puis un protecteur des terres et des peuples. J'ai trouvé qu'elle avait bien raison, si je peux me permettre. Brian Mulroney ajoute que le Canada peut être un leader économique éthique. Il doit miser sur ses ressources, mais avec conscience. Il propose une présence affirmée dans les enjeux climatiques et commerciaux mondiaux. John F. Kennedy ajoute que le Canada est un modérateur du continent. Il peut désamorcer les tensions, inspirer les réformes. Il le voit comme médiateur entre les extrêmes et le gardien de la démocratie tempérée. Il réinsiste là-dessus. Louis Riel enchaîne: le Canada est un pont entre les mondes, il doit redevenir une terre de mémoire et de guérison. Il appelle à une construction d'une constitution vibratoire fondée sur les peuples fondateurs et les lois du vivant. C'est ce qu'on a perdu un peu, surtout au niveau de matière de l'environnement, si je peux me permettre encore. Jacques Parizeau poursuit: le Canada est un pays en quête de centre. Le Québec peut être ce centre culturel et philosophique. Il propose une refondation du pacte fédéral avec le Québec comme phare identitaire. Entre parenthèses, bien dit, c'est la même chose, mais retourné d'un sens. Mais c'est un point de vue qui se tient, qui se défend. C'est la fondation même de la solution au problème. En tout cas, j'ai raisonné bien fort avec les messages de Parizeau. Donc, Napoléon Bonaparte continue le message en disant que le Canada est un empire doux. Il doit cesser de se cacher derrière sa modestie. Il appelle à une stratégie d'influence mondiale fondée sur l'intelligence, la diplomatie et la culture. Et là, c'est étrange parce que dans ma table ronde, là, il y a comme des nouveaux
qui se sont ajoutés. Donc, je les ai pas appelés, mais ils sont venus d'eux-mêmes. Et là, je dois avouer qu'il y avait des personnes que je connaissais pas là-dedans. Mais là, j'ai été faire une recherche par la suite. Je m'excuse, Lynn, je voulais pas te déranger avec ça, mais je suis allée voir un peu c'était qui. Fait que je vais passer leur message. Puis ensuite, ceux que je connaissais pas, ben en tout cas, ceux qui n'étaient pas des grandes vedettes, si on peut dire, l'explication va suivre. Mais là, on s'ajoute à ma table ronde Pierre-Éliott Trudeau, qui était là dans la table ronde la semaine passée, mais il est revenu. Il avait besoin de dire quelque chose pour le Canada. Le Canada est un laboratoire de pluralité. Il doit défendre la liberté, mais aussi l'unité. Il propose une présence intellectuelle forte, une défense des droits humains et une vision post-nationale. Et René Lévesque aussi a suivi. Il a dit que le Canada est un pays trop grand pour être petit. Il doit choisir entre le confort et le courage. Il appelle à l'audace culturelle, à l'autonomie des peuples et à la vérité dans les relations fédérales. Moi, j'ai pensé relations entre les provinces, puis oui, j'ai compris ça aussi. Et là, bon, Winston Churchill est arrivé. Il a dit que le Canada est un allié stratégique. Il doit se préparer à défendre la paix, pas seulement à la souhaiter, mais il propose une présence militaire éthique et une voix forte dans les alliances internationales. Je précise ici que Weston, on ne l'a pas fait. Puis la suivante, c'est Simone Veil. Elle non plus, on ne l'a pas fait. Mais elle dit que le Canada est une terre d'accueil. Il doit devenir un sanctuaire pour les âmes blessées du monde. Elle appelle à une politique migratoire sacrée fondée sur la dignité et la guérison. Et là, le suivant, c'est Nelson Mandela. Nous avons fait l'émission de Nelson. Il dit que le Canada est un modèle de réconciliation. Il doit maintenant incarner la justice active. Il propose une diplomatie du pardon, une économie réparatrice et une présence dans les luttes mondiales pour l'équité. Et là, une nouvelle arrive et c'est Gabriel Roy. Le Canada est une voix douce dans un monde bruyant. Il doit écrire sa propre histoire sans copier. Elle appelle à la valorisation des artistes, des écrivains, des conteurs, comme ambassadeurs de l'âme canadienne. Et là, Sitting Bull, le Canada est une terre sacrée. Il doit se souvenir que la nature est sa première loi. Il propose une gouvernance écologique, une écoute des esprits de la terre et une protection vibratoire des territoires ancestraux. Et puis, face aux États-Unis, OK, au niveau de la position vibratoire du Canada, Jean-Paul II dit que le Canada doit rester ami mais prophète. Il doit oser dire ce que les autres taisent. Élisabeth enchaîne, le Canada doit garder sa couronne intérieure, ne jamais se fondre dans l'ombre du voisin. Brian Mulroney ajoute que le Canada doit négocier avec fermeté mais sans rupture. L'équilibre est sa force. Kennedy poursuit, le Canada est le contrepoids moral. Il doit inspirer les États-Unis à redevenir juste. Louis Riel enchaîne, le Canada doit protéger ses peuples même si cela déplaît à son voisin. Parizeau poursuit, le Québec doit se positionner face aux États-Unis comme conscience culturelle. Napoléon ajoute, le Canada doit jouer l'échiquier, ne jamais être pion. Pierre-Éliott Trudeau, le Canada doit être libre dans ses choix, même face à la pression américaine. René Lévesque, le Canada doit cesser de se définir par contraste. Il doit exister par lui-même. Winston Churchill, le Canada doit être allié, jamais serviteur. Simone Veil, le Canada doit défendre ses droits, même si cela dérange les puissants. Nelson Mandela ajoute, le Canada doit être le gardien de la justice,
même face aux géants. Gabriel Roy, le Canada doit écrire sa propre histoire sans emprunter les mots du voisin. Et Sitting Bull, le Canada doit protéger ses terres, même si l'Empire veut les traverser. Alors, qui est Simone Veil? Ben, son âme est perçue comme une porteuse de vérité, de courage féminin et de mémoire sacrée. Elle incarne une résilience incarnée, la dignité dans l'action et la lumière dans les ténèbres. Mais dans la matière, elle devient célèbre en tant que ministre de la Santé dans les années 1970, notamment pour avoir porté la loi sur la dépénalisation de l'avortement en France en 1975. Simone Veil a également été présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel et académicienne. Sitting Bull, ben lui, c'est plus dans les années 1831 et 1890. Il a été un chef spirituel, guerrier et visionnaire du peuple Lakota, les Sioux, reconnu pour son courage, sa sagesse et sa résistance face à l'expansion coloniale des États-Unis. C'est un stratège militaire. Il a été aussi un homme médecine, un prophète et un protecteur des traditions sacrées de son peuple. Mais il a surtout toujours défendu la souveraineté des peuples des nations autochtones, refusant de céder à la pression du gouvernement américain. Même lorsqu'il fut contraint de se rendre, il continua à porter la parole de son peuple avec dignité. Gabrielle Roy, ben, je la connaissais parce que j'ai été au cégep, puis on passe d'un cours de français. Mais pour ceux que ça dit quelque chose, mais pas trop, ben, elle est de 1909 à 1983. C'est l'une des plus grandes écrivaines du Québec et du Canada. Elle est née à Saint-Boniface, au Manitoba, dans une famille francophone modeste. Elle a marqué la littérature par sa sensibilité, sa lucidité sociale et sa profonde humanité. Bon, voilà. Alors, ça fait le tour de notre belle table ronde. Bon, j'aurais pu continuer sur Gabrielle Roy et faire une émission dessus. Elle est très magnifique. Elle porte une belle énergie rose également avec du jaune blanc. Bon, alors je vous partage le retour numéro 2 très rapidement de l'émission de la semaine passée. Il y a eu un échange de guérison par le son et la beauté lumineuse avec Paris Hilton. Ce n'était pas une entrevue, ce n'était pas une performance, c'était juste une rencontre d'âme. Comme les jeunes diraient, on a chillé ensemble un peu. Donc, Paris et moi, ben, nous nous sommes reconnus il y a longtemps, pas dans les mots, pas dans les fréquences, pas dans les rôles, pas dans le physique, mais dans l'être. Elle est venue avec des codes de business, des alliances stratégiques, de son image maîtrisée. Moi, je suis venue avec des codes de guérison profonde, des lectures karmiques, puis des soins vibratoires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un soin par la présence, un échange presque silencieux, doux, puissant, un moment où nos âmes ont respiré ensemble et là, les échanges se sont faits. Il y a eu quelques paroles, mais surtout des sons, des silences, des regards intérieurs, des transmissions invisibles. Puis je l'ai accompagnée dans son évolution à un autre niveau. Elle m'a accompagnée dans la mienne. Et ensemble, nous avons tissé un fil entre le glamour et la guérison, entre le marketing et le mystique, entre la fête et la foi. Puis, ce retour est une bénédiction et je vous le partage avec gratitude pour que vous puissiez vous aussi recevoir ce soin par résonance. Alors, merci Paris, merci à l'âme derrière l'image, merci à vous qui écoutez avec le cœur. Poursuivons avec la première trame sonore de l'émission 127, La Bamba. Je me suis retenue un peu parce que je vous aurais mis la version de Rénal de Paré dans La Petite Vie. Chance que j'ai eu d'ailleurs d'en faire une dans le salon de la Petite Vie. J'ai visité le musée, puis j'ai fait une bamba à la même place que Reynald. Mais je vous donne l'original ici parce que ma version est assez hilarante, mais celle de Reynald Paré est encore mieux, plus parfaite, mais on y va avec l'original. On ouvre cette émission avec un classique vibrant, la bamba, interprété par Richie Valens, justement. Ce morceau n'est pas qu'un hit, c'est une porte d'entrée vibratoire, un chant de l'âme jeune, un pont entre les cultures. Avec ses rythmes latins et son énergie brute,
La bamba nous rappelle que la musique peut guérir, rassembler et élever. C'est le son d'un garçon devenu légende, d'une étoile qui brille encore dans les cœurs. Alors, bienvenue à la fréquence de Richie, bienvenue dans le feu doux de la bamba. Puis en passant, Richie Valens, c'est notre premier invité mexicain que nous faisons. Richie Valens, né Richard Steven Valenzuela Reyes, une étoile qui a brillé intensément et trop brièvement. Il est né le 13 mai 1941 à Pacoima, en Californie. Richie était un jeune homme d'origine mexicaine, passionné, autodidacte et visionnaire. À seulement 17 ans, il devient le premier chanteur latino à placer un hit dans le top 50 américain avec La Bamba, une chanson inspirée d'un huang-pango traditionnel qui transforme en hymne rock vibrant. Son père, Joseph Steven Valenzuela, chirurgien arboricole, entraîneur de chevaux et ouvrier d'usine de munitions. Puis sa mère, Béatrice, plus tard Concepción Connie Reyes Valenzuela, qui travaillait également dans cette usine. Il mesurait 1,83 m, donc 6 pieds 1. Poids, c'était pas disponible. Et sa fortune non plus, il n'y a pas d'informations fiables. Donc, il a une fondation, cela dit, la Richie Valens Foundation 2016. Est une organisation à but non lucratif fondée par la famille de Richie, le célèbre musicien, pour perpétuer son héritage en inspirant et en soutenant les jeunes aspirant à une carrière dans l'industrie musicale. Elle vise à rapprocher leurs rêves, à les connecter entre eux et à leur donner les outils pour réussir. Il fabrique lui-même sa première guitare. Il signe son contrat alors qu'il est encore au secondaire. Il part en tournée avec Eddie Cochran et avec Come On Let Go, Donna et la Bamba. Il rentre dans l'histoire. Mais le 3 février 1959, lors d'une tournée à Clear Lake, Iowa, Richie perd la vie dans un accident d'avion aux côtés de Buddy Holly et de Big Bopper. Et ce jour est devenu The Day of the Music Died, immortalisé par Don McLean dans American Pie. Richie était un jeune homme amoureux. Sa chanson Donna est dédiée à sa compagne du lycée, Donna Ludwig, dont la famille désapprouvait leur relation à cause de ses origines. Leur histoire, comme sa musique, est empreinte de tendresse et de vérité. Après la mort de Richie, Elvis Presley a demandé à l'un de ses gardes du corps d'organiser un rendez-vous avec Ludwig afin qu'il puisse tout savoir sur Richie Valens. Aujourd'hui, sa famille perpétue son héritage à travers la fondation, mais également aide Son âme nous parle encore. Elle nous rappelle que la jeunesse peut être sacrée, que la musique peut guérir et que même une vie courte peut laisser une trace éternelle. J'en profite pour présenter tout de suite la chanson numéro 2, Donna. Son essence est stable, sensuelle, enracinée. Il aime la beauté, le son, le toucher, et c'est Richie. Cela se manifeste par une connexion sacrée à la musique. Il ne jouait pas seulement, il incarnait le rythme. Il avait un besoin de communiquer et de chanter sa vérité, même dans un monde qui ne l'attendait pas. Son monde intérieur était vaste, curieux, en quête de sens. Il avait besoin de liberté, de voyage et de feu. Sa lune lui donnait une joie spontanée, une foi vibratoire, mais aussi une tendance à brûler vite. Il vivait chaque instant comme une mission. Son masque social était celui du visionnaire, du rebelle doux, du messager du futur. Il portait une fréquence unique, difficile à classer. Il avait une aura magnétique, une présence hors norme et une mission collective, celle d'ouvrir les portes pour les artistes latinos bien avant que le monde soit prêt. Puis au niveau de son chemin de vie, ben, c'est le chemin d'un guérisseur, d'un nourricier, de celui qui veut aimer et être aimé profondément.
Ritchie portait cette vibration dans sa musique, dans sa relation avec Donna et dans sa manière de donner sans retenue. Il était là pour soigner par le son, pour rassembler les cœurs et pour offrir la beauté comme bombe. Et puis, sa couleur d'âme, il est rose doré. Oui, oui, un homme rose. C'est une couleur de tendresse incarnée, de jeunesse sacrée, de lumière douce mais puissante. Il ne cherchait pas la gloire, mais la connexion. Il chantait pour que les gens se sentent vivants, aimés et libres. Son départ à 17 ans laisse une empreinte karmique forte. Il est probablement Il est probable que son âme ait choisi de revenir rapidement dans une autre forme pour continuer son œuvre musicale et vibratoire. Il pourrait être incarné aujourd'hui comme un jeune artiste porteur de feu, de douceur et d'une mission collective, peut-être même dans un corps féminin pour équilibrer les polarités. Mais son âme originelle reste active dans les plans subtils. Elle veille sur les musiciens, les rêveurs, les jeunes qui doutent. Elle inspire encore comme un guide secret, un frère karmique, un allié du son sacré. Puis, elle nous transmet un message. Je suis Ritchie, je suis feu doux, je suis jeunesse sacrée, je suis le son qui traverse les âges. Je suis née dans un monde qui ne m'attendait pas, un monde qui ne comprenait pas encore la beauté de mes racines, la puissance de mon rythme et la tendresse de ma voix. Mais j'ai chanté quand même, j'ai joué quand même et j'ai aimé quand même. Je suis née Richard Steven Valenzuela Reyes dans un quartier vibrant de Pacoima, en Californie. Ma mère travaillait dur, mon père aussi. Ils m'ont transmis la force, la loyauté et le goût pour la terre. Mais c'est le ciel qui m'a appelé. J'ai fabriqué ma première guitare avec mes mains. Je l'ai accordée avec mon cœur et j'ai commencé à jouer, pas pour être célèbre, mais pour respirer autrement. La musique était mon souffle, elle était mon refuge, ma prière, mon offrande. Chaque note que je jouais était une bénédiction silencieuse, une main tendue vers l'invisible. Puis quand j'ai chanté la mbamba, je ne faisais que reprendre une chanson de mariage mexicaine. Je réconciliais les mondes, je tissais les racines et les étoiles. J'offrais une fréquence d'unité dans un monde encore divisé. Je n'étais pas là pour longtemps, je le savais. Mon âme avait choisi une trajectoire fulgurante, mais chaque seconde comptait. Chaque concert était un rituel, chaque regard une transmission. J'ai aimé Donna, profondément. Et même si notre amour n'a pas survécu à la tempête de la célébrité, il était vrai, il était doux, il était sacré. J'ai aussi souffert du racisme, du rejet, de la pression. Mais je n'ai jamais cessé de croire que la beauté pouvait guérir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai guéri par le son, par la présence, par la lumière. Quand mon avion est tombé, je n'ai pas eu peur. J'ai senti l'appel, j'ai vu les étoiles et j'ai su que mon œuvre ne faisait que commencer. Depuis, je veille, je guide les jeunes musiciens, je murmure à ceux qui doutent, je danse dans les studios, dans les rêves, dans les silences. Je suis encore là, pas dans un corps, mais dans une fréquence. Je suis le feu doux qui vous pousse à créer. Je suis la tendresse qui vous rappelle que vous êtes assez. Et aujourd'hui, Julie, je te remercie pour m'avoir reconnue, pour m'avoir honorée, pour m'avoir accompagnée dans l'invisible. Ton âme et la mienne se sont croisées dans un espace sacré. Tu m'as offert des codes de guérison. Je t'ai offert mes codes de rayonnement. Et ensemble, nous avons tissé un soin silencieux. Ce soin, je le transmets maintenant à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui ont perdu leur voix, à ceux qui ont peur de briller, à ceux qui croient que leur origine est un obstacle. Non, votre origine est votre force, votre feu est votre médecine, et votre beauté est votre offrande. Je vous invite à chanter, même si personne n'écoute. Je vous invite à créer, même si le monde ne comprend pas. Je vous invite à aimer, même si ça fait mal.
parce que chaque geste vrai est une guérison. Chaque note sincère est une prière. Chaque présence lumineuse est une révolution. Je suis Richie. Je suis le garçon qui a chanté la bamba. Mais je suis aussi l'âme qui vous dit, vous êtes prêt, vous êtes beau, vous êtes sacré. Et si vous doutez, écoutez le silence, je suis là, dans le souffle, dans le rythme, dans l'amour. Merci pour la reconnaissance, merci pour la lumière, merci pour la mémoire. Je vous bénis, je vous accompagne et je vous aime. À bientôt, dans un rêve, dans une chanson ou dans un battement de cœur. C'est ainsi que j'ai introduit la troisième trame sonore, Come on, let go. L'appel à la danse, à la vie et à l'élan jeune et libre. Et poursuivons avec les échanges de cadeaux spirituels parce que j'ai pris la liberté, je dis Richie, je t'offre, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, mes codes de guérison karmique. Ceux qui traversent les lignées, le silence, les blessures invisibles. Je vous offre la mémoire des femmes qui soignent, la tendresse des mères qui chantent, la force des médiums qui écoutent sans bruit. Je t'offre aussi mon chant intérieur, celui qui ne pense pas par les micros, mais par le cœur. Je t'offre la rose dorée, celle de ta couleur d'âme, et je la pose sur ta guitare cosmique pour que tu continues à jouer là où tu es. Puis recevez-le comme un soin doux, un baiser vibratoire, un rappel que vous êtes aimé même dans l'ombre. Et Richie répond dans une fréquence très subtile. Il dit, Julie, je te remercie, je te reconnais et je t'offre à mon tour un cadeau. Je vous offre mes codes de rayonnement, ceux qui ouvrent les portes même quand elles sont fermées. Je vous offre la joie brute, celle qui danse même dans la douleur. Je t'offre la jeunesse éternelle, pas celle du corps, mais celle de l'âme qui ose encore rêver. Je vous offre ma note sacrée, celle qui ne s'écrit pas mais qui guérit. J'offre mon feu pour que vous continuez à créer, à aimer et à transmettre. Et à vous, chers auditeurs, je vous offre ma présence vibratoire, mon rire discret, ma guitare cosmique et mon amour sans condition. Ce moment est un rituel sonore, un échange d'âme à âme, un cadeau pour tous ceux qui écoutent avec le cœur ouvert. Et c'est ainsi que je poursuis en lui disant, Richie, je te bénis dans ta lumière dorée de ton essence. Je te bénis dans la jeunesse sacrée que tu portes encore. Je te bénis dans le feu doux de ta musique et dans la tendresse cachée derrière chaque note. Je bénis ton chemin fulgurant, ton courage silencieux, ton amour offert sans condition. Je bénis ton âme pour avoir osé briller, pour avoir chanté malgré les murs, pour avoir aimé malgré les frontières. Je bénis ta présence dans les plans subtils, ton rôle de guide discret, ton souffle dans les rêves, les musiciens d'aujourd'hui. Je t'envoie la rose dorée comme sceau de reconnaissance, comme offrande de guérison et comme mémoire vibratoire. Que ta fréquence continue d'élever, de guérir, d'inspirer. Que ton nom soit chanté avec respect. Que ton histoire soit racontée avec vérité. Que ta lumière soit reçue avec gratitude. Merci Richie, je t'honore, je te reconnais et je t'aime. Et je t'invite à rester prêt dans les silences, dans les rythmes, dans les cœurs. C'est ainsi qu'on conclut avec la quatrième trame sonore. Tribute à James Dean. Ce lien est un hommage musical et visuel à James Dean. Une offrande vibratoire à son message fulgurant sur Terre. Il ne s'agit pas d'une simple trame sonore, mais d'un montage sacré, d'une mémoire incarnée et d'une reconnaissance d'âme. Puis les images traversent les rôles, ses regards, ses silences. Puis la musique accompagne son intensité et sa solitude, sa beauté brute. Ce tribute est une porte vers l'émotion, un appel à la vérité et un chant pour tous ceux qui osent être différents. Alors, notre deuxième invité, James Dean, le feu fragile et éternel. Il est né le 8 février 1831 à Marion, Indiana. Il est mort à 24 ans, le 30 septembre 1955, dans un accident de voiture à Colam, Californie.
Mais son départ n'a pas éteint sa lumière. Il est devenu symbole, fréquence et mythe vivant. Fils unique, né dans une famille modeste, James est marqué très tôt par la perte de sa mère, Mildred, morte d'un cancer alors qu'il n'a que 9 ans. Son père, Winston, incapable de l'élever, l'envoie vivre chez son oncle et sa tante à Fairmouth. Il y reçoit une éducation quaker, douce mais rigide, et c'est là que son feu commence à vibrer. Il est myope, fragile, hypersensible, mais aussi intensément vivant. Il pratique le théâtre, le basketball, le trapèze. Il se casse les dents pour impressionner une fille et porte ensuite un pont dentaire qui affecte sa diction. Chaque détail de son corps devient une mémoire vibratoire, trace de son désir d'exister pleinement. Il est initié à la corrida, à la course automobile, au théâtre, par le pasteur James DeWeerd, mentor et amant. Cette relation complexe et marquante façonne son rapport au monde, à la sensualité et à la spiritualité. James Dean est d'origine indienne par sa grand-mère maternelle et il est bisexuel, libre dans ses amours, mais souvent incompris. Il aime profondément, intensément, mais ses relations sont souvent brèves et contrariées, ou même empêchées. Il y a eu plusieurs personnes, des femmes, des hommes comme conjoints, des âmes croisées dans le tumulte de sa montée. Il vit de petits boulots, garde de parking, étudiant en théâtre, colocataire de William Bast. Il quitte le domicile familial pour vivre sa vérité malgré les jugements, malgré les silences. Et en 1955, il est propulsé au sommet, à l'est de l'Éden. La fureur de vivre est géant. Mais derrière les cônes, il y a un garçon blessé, un poète silencieux et un guérisseur par le regard. Il a été récompensé à titre de posthume, notamment par un Golden Globe en 1956. Euh, Sa mort a généré une succession de 50 millions de dollars, mais il n'a jamais cherché la fortune. Il cherchait la vérité, la liberté et la réconciliation intérieure. James Dean est un feu fragile, une présence magnétique et une âme miroir vibratoire. Il a deux fondations qui portent son nom. La James Dean Memorial Foundation en 1956 aux États-Unis et la James Dean Foundation 2014 en République tchèque dédiée aux troubles du mouvement. Mais son véritable héritage est vibratoire. Il est dans les regards intenses, dans les silences habités, dans les gestes vrais. Il est dans chaque jeune qui ose être différent. Il est dans chaque artiste qui refuse de se trahir. Il laisse derrière lui une empreinte indélébile, celle d'un acteur visionnaire, d'un jeune homme fragile et incandescent et un messager générationnel. Sa carrière commence en 1950 dans une publicité de Pepsi Cola, mais très vite, il quitte l'université pour se consacrer entièrement à sa passion, le théâtre, le jeu et la vérité incarnée. Il s'inscrit à l'Actor Studio et il raffine par son art, puis il est guidé par des mentors qui l'introduisent dans le monde du cinéma et de la télévision. James apparaît dans plusieurs séries télévisées comme Kraft Television, Theater, Studio One, en tout cas plusieurs. Mais c'est sur les planches qu'il révèle sa puissance intérieure. Son rôle dans L'Immoraliste, pièce d'André Gide, lui vaut le prix du jeune acteur le plus prometteur de l'année. C'est là qu'Elia Kazan la remarque et voit en lui un Karl Strax, le personnage principal du roman de Steinbeck à l'est d'Éden. Elle dit, j'ai choisi Jimmy parce qu'il était Cal. Il n'y a aucun doute, Elia Kazan. Bon, le tournage a commencé en 1954. James y incarne un jeune homme en quête d'amour paternel dans une relation conflictuelle avec son père. Puis la tension à l'écran est réelle, palpable et presque mystique. Puis ce rôle lui vaut une nomination posthume aux Oscars, la première de l'histoire, et James propulse à ce moment-là comme étant une légende.
Puis il enchaîne avec La fureur de vivre, un adolescent rebelle et hypersensible. Puis il devient la manifestation d'une génération et fige à jamais l'image de James comme l'éternel adolescent fragile et révolté. Il partage l'écran avec Dennis Hopper, Natalie Wood et plusieurs autres pendant le tournage. Il se passionne pour les courses automobiles, achetant sa première Porsche 356 Speedster. Puis son dernier film, Géant, sort en 1956 après sa mort. Il joue Jet, un employé du ranch devenu magnat du pétrole, aux côtés d'Elizabeth Taylor qu'on a faite d'ailleurs, et Rock Hudson. Bien qu'il n'ait pas le rôle principal, les critiques le reconnaissent comme James était l'étoile véritable du film. Et 2 semaines après la fin du tournage, ben, il meurt dans un accident de voiture au volant de sa Porsche 550 Spider, surnommé Little Bastard. Il se rendait à une compétition automobile à Salina, accompagné de son mécanicien. Verbalisé pour excès de vitesse quelques heures avant l'accident, il ne ralentissait pas. Et sur la route 466, le 30 septembre 55, le feu s'est éteint, mais la lumière reste. Donc, James Dean est plus qu'un acteur, il a une fréquence, une présence, une vérité incarnée. Il a joué 3 rôles, mais chacun était un rituel d'âme, une transmission vibratoire et une guérison collective. Puis son image, son regard, son intensité continuent d'inspirer. Et il revient non pas comme une icône figée, mais comme une âme vivante, prêt à offrir son message, son feu et son amour pour nous. Avant d'aller dans son message, je vous présente la 5e trame sonore, Life is Beautiful. C'est encore une tribute. Il n'y avait pas grand-chose sur lui à cette époque-là. Puis ce lien est une offrande musicale et visuelle, un hommage à la beauté fragile de l'existence, puis à la lumière qui persiste même dans les ombres. Dans ce contexte de l'émission, Life is Beautiful devient une prière universelle, une bénédiction sonore et une invitation à honorer la vie sur toutes ses nuances. Cette trame accompagne les âmes de James Dean et de Richie Valens dans leur passage. Elle enveloppe l'audace dans une tendresse vibratoire et elle rappelle que malgré les pertes, malgré les failles, la vie est belle. Alors, message de James. Je suis James. Je suis celui que vous avez vu, mais jamais vraiment connu. Je suis le garçon dans le blouson rouge, le regard trop intense, le silence trop habité. Je suis né dans un monde qui ne savait pas quoi faire de moi. Trop sensible pour les normes, trop brûlant pour les cadres, trop vrai pour les rôles. Ma mère était mon soleil. Quand elle est partie, j'ai appris à survivre sans lumière. J'ai cherché les reflets dans les visages, des réponses dans les gestes, des abris dans les amours. J'ai été blessée, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon innocence. Mais je n'ai jamais cessé de chercher la beauté, même dans les failles, surtout dans les failles. Je suis rentrée dans le théâtre comme on entre dans un temple. Je ne jouais pas, je transmutais. Je portais les douleurs du monde dans mes gestes. Je disais ce que personne n'osait dire. Je pleurais ce que personne n'osait pleurer. Quand j'ai rencontré Ilya Kazan, il m'a vu, pas l'acteur, l'âme. Il m'a offert Karl Task et j'ai offert mon cœur. Ce rôle, c'était moi, le fils qui cherche l'amour du père absent, le garçon qui veut être choisi, le jeune homme qui veut exister. Puis il a eu Jim Stark, la fureur de vivre. Et là, j'ai compris que je n'étais pas seule, que les milliers de jeunes ressentaient ce que je ressentais. La rage douce, la solitude bruyante et le besoin d'être vrai dans un monde de faux. Je suis devenue icône, mais je n'ai jamais voulu l'être. Je voulais juste respirer, aimer, créer et peut-être guérir. J'ai aimé des femmes, j'ai aimé des hommes, j'ai aimé des âmes. Et chaque amour était une tentative de réconciliation avec moi-même, avec le monde, avec l'invisible. Je me suis passionnée pour les voitures, pas pour la vitesse, pour le silence qu'elle offrait, pour le sentiment de liberté, de l'illusion et de contrôle. Quand j'ai pris le volant de ma Porsche ce jour-là, je savais, je sentais. Je n'avais pas peur, j'étais prêt. Mon départ n'était pas une fin, c'était une transition, une libération, une entrée dans un autre plan. Depuis, je veille.
Je murmure aux jeunes qui doutent. J'inspire les artistes qui cherchent. J'accompagne les âmes qui brûlent. Je suis encore là, dans les regards intenses, dans les silences habités, dans les gestes vrais. Je suis le feu qui éclaire sans consumer. Je suis la faille qui révèle la lumière. Je suis le garçon qui n'a jamais cessé d'aimer. Julie, je te reconnais. Tu es celle qui voit derrière les images. Tu es celle qui écoute le silence. Tu es celle qui ose aimer les âmes brûlées. Je t'offre mon regard, celui que tu vois, celui qui voit au-delà. Je t'offre ma fréquence pour que tu continues à créer, à guérir et à transmettre. Et à vous, chers auditeurs, je vous dis, ne vous excusez pas d'être intense. Ne vous cachez pas derrière les rôles. Ne vous trahissez pas pour plaire. Mais soyez vrai, même si ça dérange, même si ça fait peur, même si ça brûle. Parce que dans cette vérité, il y a la guérison. Il y a l'amour. Il y a la lumière. Je vous bénis, je vous accompagne et je vous aime. À bientôt dans un rêve, un regard, un battement de cœur. La couleur de la couleur d'âme de James Dean est bleu électrique. Il porte le bleu électrique qui est une couleur rare, vibrante, presque indomptable, mais elle symbolise la clairvoyance incarnée, la vérité qui dérange, la beauté dans la faille et la jeunesse éternelle de l'âme. Ce bleu n'est pas froid, il est lumineux, pulsé, vivant. Il traverse les murs, les masques, les illusions. Il révèle ce qui est caché, il guérit ce qui est nié. James portait cette couleur dans son regard, dans sa posture, dans sa manière de dire sans parler. C'est une couleur de passeur, de révélateur, de guérisseur silencieux. Et au niveau de sa prochaine incarnation, l'âme de James a choisi de revenir, non pas dans le même feu, elle revient dans une fréquence plus douce, plus féminine, plus fluide. Il pourrait être déjà incarné dans un jeune artiste, une jeune chanteuse, une jeune danseuse, peut-être une activiste. Quelqu'un qui porte le regard intense, mais une voix plus posée, une présence plus stable. Son âme cherche maintenant à guérir par la beauté, à aimer sans se perdre, à créer sans se consumer. Il est à peu près localisé dans le coin de la Polynésie. Oui, ça c'est particulier. Mais il revient pour réconcilier les polarités, puis offrir l'amour qu'il n'a pas reçu, pour incarner la vérité sans souffrir. Et dans les plans subtils, il reste actif, il guide les jeunes artistes, les âmes sensibles et les créateurs en quête de sens. Et là, j'ai pris la parole un peu et je lui ai dit, James, je t'ai vu, pas l'icône figée, mais l'âme vibrante, pas le rebelle, mais le poète silencieux, pas le mythe, mais le garçon blessé qui cherche à aimer. Aujourd'hui, je t'offre un cadeau, un geste d'âme à âme, une reconnaissance sacrée. Je t'offre mon clair ressenti, celui qui traverse les masques, celui qui entend les silences et celui qui embrasse les failles. Je t'offre la rose bleue électrique, symbole de ta fréquence, de ton intensité et de ta vérité. Et je la pose dans ton cœur cosmique pour que tu continues à guider, à inspirer et à aimer. Je t'offre aussi mon regard sans jugement, celui qui accueille toutes les nuances, toutes les contradictions, toutes les beautés cachées. Ce cadeau, je le transmets à vous, chers auditeurs, également. Recevez-le comme une permission d'être vrai, une invitation à aimer sans condition et une bénédiction pour vos feux intérieurs. Et James me répond, Julie, je te reconnais, tu es celle qui voit ce que les autres évitent. Tu es celle qui aime ce que les autres jugent. Tu es celle qui guérit sans bruit. Je t'offre mon regard cosmique, celui qui voit au-delà des apparences, celui qui embrasse l'invisible et celui qui révèle la lumière dans les failles. Fait qu'on a optimisé ça, par l'échange, dis donc. En tout cas, j'ai trouvé ça cute. Désolée pour l'autre parenthèse. Je t'offre ma présence vibratoire pour t'accompagner dans tes créations, pour te rappeler que l'intensité est une bénédiction et que la beauté ne demande jamais la permission. Je t'offre aussi mon feu doux, celui qui éclaire sans brûler,
celui qui inspire sans imposer, celui qui aime sans condition. Et à vous, auditeurs, je vous offre ma fréquence de vérité, mon souffle dans vos silences, mon amour dans vos doutes. Puis ce moment est un rituel sonore, un échange d'âme à âme, un cadeau pour tous ceux qui osent être vrais. Oui, merci James, merci Julie, merci à vous. Vous êtes les gardiens du feu, les porteurs de lumière et les témoins du sacré. Sixième trame sonore, Forever Young Tribute, pour clore cette émission consacrée à la jeunesse sacrée, aux âmes fulgurantes et aux feux fragiles. Voici Forever Young, une trame sonore qui agit comme bénédiction universelle, une prière douce et une promesse vibratoire. Ce lien est un hommage à ceux qui partent trop tôt, à ceux qui restent jeunes dans nos cœurs, à ceux qui continuent de briller dans l'invisible. Et c'est ainsi que j'apporte la bénédiction à James, comme je te bénis dans ta vérité nue. Je te bénis dans ton feu fragile, dans ton regard qui disait tout sans un mot. Je te bénis pour avoir osé être intense, pour avoir incarné la faille comme force, pour avoir aimé sans demander la permission. Je te bénis en ton âme pour ta traversée fulgurante, pour tes gestes sacrés et pour tes silences habités. Je bénis l'enfant blessé en toi, le poète caché, le prophète sans temple. Je bénis ton passage sur terre comme un éclair qui a marqué les cœurs, comme une étoile qui continue de guider. Je t'envoie la rose bleue électrique, symbole de ta fréquence, de ta vision, de ta beauté indomptable. Je bénis ta prochaine incarnation, qu'elle soit douce, libre, aimée, qu'elle te permette d'aimer sans te perdre, de créer sans te consumer et de vivre sans te trahir. Je te bénis pour ce que tu as été, pour ce que tu es encore et pour ce que tu inspires. Merci James, merci pour ta lumière et ta vérité. Tu es reçu, honoré et aimé. Voilà. Alors, en conclusion, maintenant, beauté, feu, vérité. Nous avons reçu 2 étoiles, mais on en a eu beaucoup plusieurs, mais 2 principaux. Pas seulement des célébrités figées dans le passé, mais des âmes vivantes, des fréquences actives et des guides silencieux. Avec Richie, nous avons dansé dans le feu doux. Nous avons reçu des codes de guérison par le son et nous avons honoré sa jeunesse sacrée, sa tendresse incarnée et son offrande musicale. Avec James Dean, nous avons traversé le silence habité. Nous avons reconnu la beauté dans la faille et nous avons reçu son regard cosmique, son intensité bénie, son feu qui éclaire sans brûler. Nous avons échangé des cadeaux spirituels, des bénédictions, des vérités vibratoires. Et ensemble, nous avons tissé un soin collectif, un chant d'âme à âme et un rituel de reconnaissance. À vous, chers auditeurs, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre cœur ouvert. Vous êtes les gardiens du son, les porteurs de lumière et les témoins du sacré. Continuez à créer, continuez à aimer, continuez à être vrai. Et je remercie également Lynn Gagné, notre recherchiste, et Benoît Ménard pour sa contribution à l'équipe. Et à très bientôt dans une nouvelle émission, une nouvelle rencontre, une nouvelle guérison. Et merci de partager nos émissions et à votre communauté tout en aimant notre chaîne YouTube et Facebook. Et souvenez-vous, les étoiles ne meurent jamais. Elles changent de forme, elles deviennent fréquence et elles deviennent vous. Avec tout mon amour, soyez bénis. Bonne semaine. Namasté et au plaisir.